L'inégalité entre les sexes possède une longue historique. De 40% d'écart salarial en 1950 à 20% en 2000 jusqu'à 11% aujourd'hui. Ceci démontre qu'on est sur la bonne voie. Cependant, il y a toujours du travail à faire. Cette inégalité peut être notamment évidente dans le domaine des sports. Par exemple, dans la liste des 100 athlètes les plus riches, on retrouve seulement 2 femmes. Le 16 février 2023, les joueurs de l'équipe canadienne de football ont lutté contre ce problème en portant des chemises de manifestation pour se battre pour du paye égal. Comment l'inégalité se manifeste dans le football? Quels sont les facteurs qui contribuent à cette inégalité? Que peut-on faire afin de résoudre ces problèmes? Météo nous répondra à toutes ces questions. Tout au long du rapport, nous demanderons à Vanessa Gill, à travers un appel Zoom, son point de vue personnel sur certains des points soulevés dans cette lutte contre l'inégalité. Vanessa Gill est une footballeuse professionnelle qui joue présentement pour l'Olympique lyonnais et qui a remporté l'or aux Jeux olympiques avec l'équipe du Canada en 2020. Elle a participé à la manifestation de l'équipe canadienne au début de l'année. Allô, Vanessa? Bonjour. Ça va? Oui, comment allez-vous? Tu peux me tutoyer, t'inquiète pas. Mon nom c'est Eden. Je m'appelle Mo. Et moi, c'est Shay. Nous vous remercions encore une fois d'avoir pris le temps de participer à notre entrevue. Nous vous félicitons également d'avoir été nommé joueur du mois de mars pour l'équipe canadienne. Merci de m'avoir invité. Donc, sans plus tarder, commençons avec le reportage. D'abord, il suffit de discuter de ce qui consiste l'inégalité dans le football avant d'apprendre ses causes et les pistes d'amélioration. L'une des principales raisons de ce combat pour l'égalité est l'écart salarial, qui est un problème mondial que l'on retrouve partout, mais que l'on retrouve souvent dans le football. Selon la joueuse du football canadienne Diana Matheson, l'équipe masculine reçoit 10 millions pour une qualification à la Coupe mondiale, tandis que l'équipe féminine reçoit 2 millions pour l'avoir gagnée. Elle poursuit en disant que plusieurs joueuses de la Ligue nationale de soccer féminin, où la plupart des footballeuses nord-américaines vont jouer, doivent vivre avec leurs parents en raison de leur salaire inférieur au salaire de la USL, qui est la deuxième ligue nord-américaine de soccer masculin. Juste pour comparer, le joueur féminin le plus payé au monde, Sam Kerr, a un salaire de 513 000 $, lorsque le joueur masculin le plus payé au monde, Cristiano Ronaldo, a un salaire de 200 millions $. Bref, l'écart salarial est énorme au football. Peut-être encore plus important que la disparité de salaire est un aspect donc Gilles observe. Est-ce que cette différence d'égalité, spécifiquement pour l'écart salarial au Canada, a affecté vos choix de carrière? Je pense que, évidemment, l'écart salarial partout dans le sport est très important. Après, je pense que le revenu aussi et les opportunités sont très, très différents aussi dans le sport. Pour moi, pour ma choix de carrière, le plus important, c'était pas l'écart salarial parce que jouer au foot, c'est un plaisir et ça n'a jamais été quelque chose où je me suis dit je vais gagner de l'argent, c'était toujours je veux jouer au plus haut niveau. Donc pour moi personnellement, le plus gros problème, ça a toujours été l'écart d'opportunité et le manque d'opportunité dans le foot féminin et surtout dans le foot féminin canadien. Je pense qu'en tant qu'homme aussi, c'est très difficile à mon époque quand j'étais dans vos chaussures parce que
il y avait 2 équipes professionnelles canadiennes et le reste, si tu voulais jouer, il fallait être international. Donc c'est très 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 compliqué quand tu n'as pas un autre passeport. Pour moi, évidemment, j'ai un passeport français, donc ça a été un peu plus facile, mais l'opportunité, c'est sûr que c'est quelque chose au-delà du salaire, au-delà de combien tu gagnes, ou si tu peux faire ta vie, etc. C'est ça le plus gros problème qui va, j'espère, être un peu plus rectifié avec la Ligue qui commence dans 2 ans, donc dans très très peu. Si nous regardons les États-Unis par exemple, les hommes ont 7 fois plus de chances que les femmes de devenir professionnels après leur carrière universitaire et cela se vérifie parce qu'il y a beaucoup d'équipes professionnelles pour les gars par rapport aux filles. Si on regarde la France, il y a 122 équipes professionnelles masculines de football alors qu'il n'y a que 12 équipes professionnelles féminines de football. Considérant que la France est l'un des plus grands pays pour le football, c'est assez choquant. Comme amélioration, je le remarque. Je pense que oui, dans un ton général, je pense que l'égalité en termes d'opportunités s'avance. Je pense que avec la Ligue qui va se créer l'année prochaine, ça va donner une opportunité aux filles du Canada de jouer dans leur propre pays comme les mecs qui le font depuis quelques années maintenant. Après, je pense que le changement, ça prend du temps. Donc moi, personnellement, est-ce que je l'ai vu encore? Compliqué à dire. J'espère que peut-être dans 1 an ou quelques mois, la réponse va être différente. Mais cette époque, ces années vont être vraiment marquantes pour pouvoir répondre à cette question. Et j'espère pour le meilleur dans quelques mois. On l'espère aussi. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles cette inégalité existe ne sont pas très simples. Premièrement, la pénalité de maternité joue un rôle important par rapport à l'écart salarial. La pénalité de maternité signifie les désavantages qui résultent de la période de congé prise par l'accouchement et l'élevage de bébés. Par exemple, pour une couple qui travaille tous les deux comme secrétaire, l'époux pourrait recevoir une promotion, alors que l'épouse prend son congé de maternité. Pour la moyenne de tous les métiers, ce phénomène peut se compter jusqu'à 90% de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Dans le sport comme le football, la pénalité de maternité est aussi présente. Plusieurs athlètes sont découragés à tomber enceintes et ceux qui accouchent peuvent perdre leur parrainage. Par conséquent, les équipes sont naturellement moins encouragées à leur donner des contrats juteux. Quelques pistes pour diminuer la présence de la pénalité de maternité incluent fournir du congé de paternité adéquat et éliminer l'attente sociale que les femmes doivent s'occuper des enfants. En effet, si la mère n'a pas besoin de prendre soin du bébé après l'accouchement, elle peut retourner à l'entraînement beaucoup plus vite. Deuxièmement, il est souvent pensé que les femmes se font payer moins en raison d'un manque de compétences. Par contre, les jeux d'hommes ont leur juste part de moments d'échec. Alors qu'il existe probablement une différence de compétences au football, il est important de ceci que ce ne serait pas une très grande différence. Alors qu'une recherche a conclu que les joueurs d'hommes performent mieux pour les réceptions de passes, l'argument que les matchs féminins sont plus élégants pourrait à son tour être appuyé pour le fait que les femmes sont plus flexibles. De plus, cette petite différence de compétences ne correspond pas à l'énorme écart salarial qui a été présenté précédemment, comme par exemple que la deuxième ligue du football masculin gagne plus que la première ligue féminine.
Troisièmement, il existe une croyance fréquente que les femmes ne sont pas payées autant que les hommes en raison d'un manque de spectateurs intéressés. Nous avons posé la question aux élèves. Selon toi, pourquoi les femmes se font payer moins au soccer? La réponse était toute semblable. Le soccer féminin a un revenu plus petit que le soccer masculin, qui veut dire que les joueurs vont se faire payer moins. Je pense que la raison pourquoi les femmes se font payer moins au soccer est parce qu'il y a moins d'intérêt à voir le sport, et ils ont moins de supporters, donc il y a moins de revenus pour pouvoir payer les joueurs. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2019, il y avait plus de spectateurs pour le match final féminin que celui masculin. En plus, l'événement devait rivaliser avec 2 autres matchs importants qui étaient programmés pour le même jour. En somme, la popularité des joueurs féminines au football pourrait possiblement expliquer une petite partie de l'écart salarial au football, mais le fait que c'est beaucoup plus complexe que cela. L'une des principales sources de financement pour une athlète féminine est le parrainage, notamment pour les athlètes au plus haut niveau. Par exemple, le salaire d'Alex Morgan, une joueuse de foot professionnelle, est de 400 000 par année, mais son avoir net est de 4,6 millions de dollars. Les compagnies vont offrir des parrainages s'il y a des données pour encourager leur investissement. Ce qu'ils cherchent, c'est le nombre de spectateurs. Pour que le nombre de femmes soit égal à celui des hommes, il faut qu'elles bénéficient de la même quantité de couverture médiatique, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a assez de spectateurs intéressés, mais pas assez de couverture médiatique. Le Girls Soccer Network explique comment les fans du sport sont découragés à regarder du football féminin en raison que le CBC ne diffuse qu'un seul match gratuit par semaine. Toutefois, le football masculin est diffusé gratuitement par une multitude de chaînes comme le ESPN, Fox, Univision et ABC. Par conséquent, les femmes ne représentent que 0,4% des parrainages dans l'industrie du sport en raison de leur manque de spectateurs. Maintenant qu'un aperçu du problème d'inégalité des sexes dans le football a été fourni, en voici quelques actions que peuvent prendre les personnes ordinaires pour améliorer la situation. Et qu'est-ce que les gens ordinaires comme nous peuvent faire pour aider aussi? Je pense que pour soutenir non seulement le foot féminin, mais l'égalité, comme tu as dit, dans tout le monde, mais dans tous les domaines, c'est aussi de ne pas avoir peur de dire la vérité, de ramener de l'attention dessus, d'en parler, de soutenir, d'utiliser les réseaux, d'aller au-delà de ça. Je pense que c'est hyper important. La conversation, je pense, le sport ou quoi que ce soit, si on n'en parle pas, personne ne va en savoir. Donc d'en parler, de soutenir, de ramener de l'attention, etc. et de ne pas oublier, quoi. En effet, il est possible de démontrer de l'appui pour donner aux activistes dans le domaine des joueuses de football de la motivation à continuer de se battre pour l'égalité. Un exemple de ce dernier serait de donner un j'aime à une publication de Vanessa Gills. Ok. Oui, je pense que quand, par exemple, en janvier, février, quand on est parti en grève, j'ai jamais eu autant de messages et autant de soutien par rapport aux amis qui jouaient même pas au foot, au peuple qui normalement s'intéresse pas au foot féminin, mais ou au foot en général. À en juger par sa réaction positive, le soutien offert pendant sa période de grève a été efficace. De plus, si le niveau de connaissance par rapport au sujet augmente, les fausses perceptions, par exemple que les femmes ne sont pas talentueuses et que personne ne veut regarder les matchs féminins, peuvent être éliminées. Donc, le mouvement d'égalité aura plus de soutien. Par cette logique, il serait utile de répandre ces connaissances et de partager cette vidéo. Finalement, il est possible de démontrer aux fédérations et aux entreprises que le public
veut de l'égalité de sexe afin d'encourager des changements de politique. Pour conclure, l'inégalité de sexe est un phénomène complexe dans le contexte du football. Ce dernier se compose non seulement d'un écart salarial, mais aussi d'un écart d'opportunité, qui sont toutes les deux causées majoritairement par des facteurs plus complexes qu'un manque de compétences et de spectateurs. Effectivement, les causes principales sont la pénalité de maternité et les parrainages. Alors que le progrès se fait, on doit tout de même continuer à offrir son soutien, en parler et manifester. Les difficultés que les femmes subissent pour atteindre de l'égalité dans ce monde moderne, comme celles discutées dans ce reportage, suscitent une nouvelle admiration pour les sociétés matriarcales. Quel plaisir de vous parler, Vanessa. Merci beaucoup. Tu peux me tutoyer, je suis pas si vieille que ça. Ouais. Passez une bonne soirée. Merci. Merci à vous, bonne chance en classe.